Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à notre webinaire éducatif aujourd'hui, le myélome multiple 101, du diagnostic au traitement. Je m'appelle Gabriel Colasurdo, je suis gestionnaire de l'éducation et le service aux patients chez Myélome Canada. Avant qu'on passe à notre présentateur et je vous lui introduise, on va juste commencer avec quelques petits détails du webinaire aujourd'hui. Alors, en premier lieu, j'aimerais remercier nos commanditaires qui nous aident à faire ces webinaires. Sans leur aide, ce serait vraiment difficile de faire ces webinaires aussi souvent qu'on les fait. Prochainement, juste vous rappeler, aujourd'hui, vous recevez beaucoup d'informations. C'est possible que vous aimeriez aller revoir la présentation s'il y a des détails que vous manquez. Alors, le webinaire, comme tous nos webinaires, sont enregistrés. Ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, youtube.com, comme vous voyez sur l'écran. Oh non, vous ne voyez pas sur l'écran. Désolé. C'est ça. Alors, comme vous voyez, alors juste pour aller en arrière, juste pour un petit instant, ça, c'est nos commanditaires. Alors, merci à eux. Sur notre chaîne YouTube, youtube.com, dans la barre de recherche, vous écrivez Myélome Canada, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne en cliquant le bouton rouge. Et un bouton cloche ici que vous pouvez aussi vous abonner et vous recevez des notifications chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Et c'est une bonne façon de savoir c'est quoi les nouveaux vidéos qu'on met en ligne. Alors, on peut aussi avoir accès aux vidéos sur notre site web, myélome.ca, dans la barre sur ressources. Vous cliquez sur ressources, après vous cliquez sur vidéo éducative et ça vous apporte à notre chaîne YouTube. Dernièrement, avant qu'on commence, comment est-ce qu'on pose des questions? Alors, dans votre logiciel GoToWebinar, ça c'est la vue d'un ordinateur, mais sur votre téléphone ou sur une tablette, c'est le même principe. Il y a un bouton question. Alors, vous cliquez sur question et vous tapez la question, vous envoyez la question et c'est moi qui va recevoir toutes les questions et c'est moi qui va poser les questions à la fin jusqu'à fin qu'on a plus de questions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous introduire au professeur Mohamed Moti, qui est professeur d'hématologie et chef du service d'hématologie clinique et thérapie cellulaire à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, merci beaucoup, Dr. Moti, pour avoir accepté de faire cette présentation. Merci beaucoup pour votre introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir et un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre des activités éducationnelles de Myélome Canada. La dernière fois que j'ai fait cette activité en fait avec Myélome Canada et j'en garde un très bon souvenir, c'était dans la partie anglophone en 2016. Par ailleurs, j'espère que tout le monde va bien et que malgré ces difficultés de Covid, vous avez réussi à garder un bon rythme. Voici mes disclosures. C'est rare que je le traduis en français, divulgation. Alors bon, la présentation va être divisé, je dirais, en deux grands morceaux. D'abord, une explication sur ce que c'est le myélome comme type de cancer, et puis après, les approches de traitement et les innovations dans ce domaine. Pour bien positionner le sujet, j'aimerais rappeler à vous tous ce que c'est la moelle osseuse, ou en anglais le bone marrow. À ne pas confondre avec la moelle épinière qui est du système nerveux. La moelle osseuse, c'est ce tissu spongieux qu'on a à l'intérieur des os et qui en fait est l'usine qui fabrique les cellules sanguines, à savoir les globules rouges, les globules blancs, mais aussi les plaquettes. Vous savez que les globules rouges, c'est ce qui nous permet de s'oxygéner, hein, c'est l'oxygène, le transport de l'oxygène.
Les plaquettes, c'est ce qui lutte contre l'hémorragie, donc ça permet de cicatriser en cas de blessure. Et puis les globules blancs, ce sont un peu les soldats de l'immunité et des défenses antimicrobes. Et tout ça, ça a lieu à l'intérieur des os et peut-être certains, alors je ne sais pas quelles sont les traditions et les habitudes au Canada, mais en France, en cuisine, manger la moelle osseuse, en tout cas avant les histoires de la vache folle il y a quelques années, c'était très bien vu et très délicieux. Alors ceci m'amène, le fait que la moelle osseuse produise toutes ces cellules, parmi ces cellules du système immunitaire, on a un type de cellules très particulière qu'on appelle les plasmocytes. Alors ces plasmocytes existent en réalité en très petite quantité, à peine 5% de ce qui se trouve comme dans la moelle osseuse. Alors quelle est leur spécificité, ces plasmocytes? C'est une cellule ultra spécialisée dont le rôle est de sécréter les anticorps. Alors les anticorps, ce sont en fait les armes, les cartouches ou les bombes qu'on utilise pour se défendre contre certains virus, certains microbes. Et si vous imaginez le système immunitaire comme une sorte d'armée qui nous défende, on pourrait dire que les plasmocytes sont un peu l'armée de l'air, c'est-à-dire les avions, puisqu'il y en a très peu, mais ça suffit du fait qu'elles sont capables, ces cellules, de larguer des anticorps à distance, ça suffit pour nous protéger. Et dans le cadre du myélome qui nous intéresse aujourd'hui, alors vous voyez la structure des anticorps et ces anticorps sont de diverses variétés et elles sont liées, c'est la forme normale d'un anticorps, c'est une forme en Y et c'est composé de ce qu'on appelle des chaînes légères et des chaînes lourdes. Les chaînes lourdes, par exemple, on les appelle par des lettres capitales, IG pour immunoglobuline, IgG, IgA, IgM, IgD ou encore IgE. Et puis les chaînes légères, on a la kappa et la lambda. Donc vous voyez, on peut combiner IgG kappa, IgG lambda, IgA kappa, IgA lambda et ainsi de suite. Donc il y a une grande variété d'anticorps. Et qu'est-ce qui se passe dans le cadre du myélome multiple? On peut avoir, pour des raisons que l'on ne connaît pas. Donc aujourd'hui, personne ne sait quel est l'événement déclencheur. Certains plasmocytes normaux, un ou un en général, va dégénérer, va se cancériser ou va devenir un peu précancéreux. Alors soit on a une transformation directe du plasmocyte normal qui devient pathologique et qui prolifère, qui se multiplie, ça s'appelle le myélome, soit on a un petit passage par un état un peu pré-myélomateux qu'on appelle la MGUS, ce qu'on appelle la gammapathie de signification indéterminée. Alors c'est un peu compliqué parce que cette MGUS, elle est relativement fréquente, notamment dans la population âgée. Néanmoins, heureusement, le nombre de MGUS qui se transforment en myélome est très faible. Donc le schéma en fait le plus fréquent, c'est souvent une découverte soudaine, brutale, d'un myélome sans forcément qu'on ait quelque chose avant. Alors, quels sont les symptômes et signes qui permettent la découverte du myélome? Bon, d'abord, il n'y a pas de signes très spécifiques, c'est-à-dire on ne peut pas dire que devant tel symptôme, il faut penser au myélome. Ce sont des
signes non spécifiques qui sont en lien avec ce que je vous ai décrit sur comment est né le myélome. D'abord, vous avez des douleurs osseuses. C'est logique, puisque ces plasmocytes anormaux, cancéreux, malins, prolifèrent et se multiplient à l'intérieur de l'os, et donc ça pousse un peu sur l'os, mais aussi ça le ronge, ça le bouffe un peu comme le fromage, le gruyère, vous voyez les trous. Et donc du coup il y a des douleurs, mais on peut avoir des fractures, parce que plus vous grattez, plus vous créez des lésions dans l'os, plus il se fragilise. Si vous fragilisez l'os et il se fracture et il est un peu mangé, bah, l'os c'est du calcium, vous libérez du calcium. Ça donne ce qu'on appelle l'hypercalcémie. Et l'hypercalcémie, c'est une urgence et ça a des symptômes et des signes dont il faut se préoccuper urgemment. Alors, il y a aussi le problème des infections. Pourquoi? Parce que les anticorps, c'est quand même une arme qui nous défend contre les infections. Or là, on sécrète certes beaucoup d'anticorps, mais ce sont des anticorps anormaux, donc ils ne servent à rien. Donc forcément, on s'infecte un peu plus, notamment les pneumonies, les infections pulmonaires. Et puis, quand vous sécrétez ces grosses quantités d'anticorps, qui sont quand même, je vous ai montré le schéma, c'est des grosses molécules, plus l'excès de calcium, ben normalement le rein c'est un filtre pour tout ce qu'on a en excès dans le sang. Sauf que ce filtre, ben, il peut se boucher parce qu'il y en a trop et ça n'arrive pas à passer à travers le filtre. C'est pour cela qu'un des signes du myélome, c'est le dysfonctionnement rénal, l'insuffisance rénale. Vous voyez, tout ça c'est lié. Et puis, à l'intérieur de l'os, je vous ai expliqué que la moelle osseuse, c'est ce qui fabrique les globules rouges pour l'oxygène, pour transporter l'oxygène. Mais si l'espace il est occupé par les plasmocytes malins, il n'y a pas assez de place pour le développement des globules rouges. Et donc, en manque de globules rouges, ça s'appelle l'anémie. Et comme dans tout processus cancéreux, quand il y a tous ces phénomènes anormaux qui ont lieu, bah on est fatigué, hein. Ça fait partie des signes du cancer en général. Et puis on perd du poids, on perd l'appétit et ainsi de suite. Alors comment on fait le diagnostic une fois qu'on a comment dire, suspecté ces symptômes et que le malade s'est plaint de ça? Ben, il va falloir aller dans la moelle osseuse, on fait une petite ponction sous anesthésie locale, c'est relativement court et rapide, où on va regarder en fait les plasmocytes anormaux, qu'on appelle plasmocytes clonaux. Et en général, je vous ai dit, en temps normal, il y en a environ 5%, et là, en général, vous en trouvez beaucoup plus. Autre élément qu'on cherche, en plus de ces plasmocytes, ben, ce sont ce qu'on appelle dans notre jargon d'hématologue les signes Crabbe. Mais en fait, ces signes Crabbe, c'est la même chose que ce que je vous ai décrit sur les symptômes cliniques. Le C, c'est pour le calcium, c'est pour on cherche l'hypercalcémie, donc ça se dose dans le sang sur une prise de sang. Le R, bah, c'est le rein, donc insuffisance rénale. Et là, pareil, ça se dose la fonction rénale dans le sang. Le A, c'est pour anémie, bah, pareil, ce que je vous ai dit, hein, ça se dose dans le sang. Et le B, c'est pour bone, donc l'os. Et donc, s'il y a ces symptômes-là, plus les plasmocytes, malheureusement, c'est un myélome. Et donc là, bah, outre l'évaluation clinique, bah, je vous ai dit, on fait ces examens de laboratoire, on fait cette biopsie de la moelle osseuse, mais on va faire aussi, comme c'est une maladie qui va fracturer, qui va toucher l'os, il faut faire des examens radiographiques, des radiologies standards, mais aussi des scanners, ou encore des IRM, et on fait de plus en plus ce qu'on appelle le TEP scan, qui est un examen qui permet de voir l'étendue en fait de la maladie dans le corps. Et vous voyez donc, bon, c'est peut-être pas la peine
que je rentre dans tous ces détails, mais vous voyez la liste des examens. C'est une grande batterie d'examens. Et ces examens incluent aussi les urines. Il n'y a pas que le sang. Pourquoi je vous ai dit le rein, il filtre un peu tout ce qu'on fait en excès. Et notamment, on va retrouver dans les urines, en fait, ces anticorps un peu anormaux en excès. Et pour repérer les anticorps, il y a un examen principal qu'on appelle l'électrophorèse des protéines sériques. Et là, en général, ça saute à l'œil, ça se voit. Enfin, malheureusement, je ne l'ai pas sur cette diapo, mais quand on compare une électrophorèse normale à une électrophorèse anormale, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études de médecine pour voir la différence. Il y a ce qu'on appelle un pic monoclonal. Le pic, c'est en fait c'est le reflet de l'excès de sécrétion de ces protéines. Alors bon, tout cela va nous permettre, mais je pense que je vais vous faire grâce de tout ça, de classifier la maladie en différents stades 1, 2, 3, avec quelques marqueurs, même si je vous avoue, alors on dit il y a le stade standard ou encore le stade avancé, mais en termes de traitement, ça n'a pas beaucoup d'impact et je ne pense pas que ça ait une grande importance pour les malades. Voilà un peu pour tout ce qui est symptômes, pour tout ce qui est méthode diagnostique. Là, on va parler de comment on soigne. Comment on soigne le myélome? C'est, alors excusez-moi, mes diapos vont trop vite. Voilà. Bon, d'abord, les objectifs du traitement, c'est de pouvoir éradiquer ces plasmocytes anormaux. Parce que vous devinez, ce sont ces cellules malignes qui sont la source de la maladie. C'est comme si vous avez dans votre jardin de la mauvaise herbe. Si vous voulez avoir une belle herbe, une belle pelouse et que la moelle osseuse retrouve sa fonction normale, il faut aller détruire tout ce qui est mauvaise herbe. Donc, c'est ce qu'on appelle la qualité et le degré de rémission. C'est notre capacité à nettoyer tout ça. Bien évidemment, il faut faire tout cela en minimisant les effets indésirables pour les malades, parce qu'il ne sert à rien de bombarder ou d'éradiquer les plasmocytes si on détruit ou on génère des effets secondaires et on altère la qualité de vie des gens, des malades. Donc, vous voyez, c'est une équation un peu compliquée puisque c'est une maladie assez agressive. Alors, schématiquement, en gros, on prend nos décisions selon deux grands critères. Soit il s'agit de malades relativement jeunes, mais en fait la notion de jeunesse, elle peut aller jusqu'à 70, voire même 75 ans. En fait, ce qui compte, ce sont les antécédents, les comorbidités. Il est clair que quelqu'un qui a 70 ans et qui a aucune maladie, qui est fit, comme on dit, qui fait du sport, qui n'est pas obèse, il est en meilleur état que quelqu'un peut-être qui a 60 ans, mais qui est diabétique, qui est fumeur, qui a fait un infarctus du myocarde. Vous voyez, c'est pas uniquement la notion de l'âge, date de naissance, mais c'est aussi la notion de l'âge physiologique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le contexte du malade. Et souvent, je veux dire, en dehors de la médecine, si on se promène dans la rue, on va dire, tiens, un tel, il a 80 ans, mais en fait, il ne fait pas son âge. Et puis un autre, il a 40 ans, mais il fait plus que son âge. Donc il y a ce groupe-là, et ces malades-là qui sont relativement jeunes et sans antécédents, on peut leur faire ce qu'on appelle la greffe de cellules souches autologues ou l'autogreffe. Et puis
tous les autres qui sont plutôt âgés ou qui ont des comorbidités, ils vont avoir un traitement plus standard. Alors bon, le principe de l'autogreffe, c'est en fait une grosse chimiothérapie. Une grosse chimiothérapie puisque l'idée du traitement, c'est d'abord on donne ce qu'on appelle un traitement d'induction, c'est-à-dire une sorte de... Imaginez, vous voulez planter une belle pelouse dans un jardin qui est saccagé, qui n'est pas en bon état, vous avez quitté pendant longtemps et vous revenez plusieurs mois, voire plusieurs années, c'est un peu une jungle. Il faut d'abord débroussailler. Et le débroussaillage, ce qu'on appelle le traitement d'induction, c'est-à-dire on nettoie. Ensuite, en réalité, on a besoin de faire cette grosse chimiothérapie. Or, cette grosse chimiothérapie, elle peut être toxique. Donc, il faut préserver les cellules souches, les récupérer avant. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des cytaphérèses, des aphérèses. On collecte ces cellules qu'on met au congélateur, en quelque sorte. Et puis après, le malade reçoit une grosse chimiothérapie. Et là, on réinjecte ces cellules pour lui permettre de récupérer plus vite après la grosse chimiothérapie. C'est comme si vous imaginez un grand terrain de football. Il va avoir des orages, de la pluie, etc. Vous avez une belle pelouse. En fait, vous enlevez la pelouse, vous la gardez le temps de faire passer l'orage et puis vous la réinjectez, si j'ose dire. Bien évidemment, vous avez des brochures de Myelome Canada qui, je pense, sont très bien faites et ces bouquins explicatifs sont très bien, très détaillés. Donc, vous voyez, le schéma, je vous ai dit, autogreffe ou encore pas d'autogreffe et ce sont les différents traitements. Alors, il faut savoir aussi un élément important, c'est que actuellement, le myélome multiple est considéré comme une maladie chronique, c'est-à-dire en fait, on reçoit des traitements quasiment tout le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même quand on obtient une très bonne réponse, une très bonne rémission, il n'est pas rare, malheureusement, que les malades rechutent, c'est-à-dire la maladie récidive. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand la maladie récidive, on peut retraiter. Et quand je dis on peut retraiter, on peut faire ça 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Autant que vous. Enfin, vraiment, il y a des malades qui peuvent recevoir jusqu'à 10 traitements. Or, ce qui est intéressant, c'est que vous devinez que si c'est une maladie chronique ou incurable, mais en réalité, on peut vivre très longtemps, puisque à chaque traitement, vous gagnez des années de vie, et puis à la fin, vous les additionnez. Et si aujourd'hui, on a un myélome à 75 ans, et puis on reçoit des traitements et nos traités pendant 10 ans supplémentaires, on arrive à 85 ans. Il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir. Vous voyez, c'est pas le myélome qui va impacter peut-être la survie du malade. Donc c'est quelque chose d'important. Avoir une maladie comme le myélome qui n'est pas aujourd'hui curable, c'est-à-dire on ne peut pas l'éradiquer tout d'un coup, ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre très longtemps et même plutôt bien. Bien évidemment, il faut subir tous ces traitements, hélas. Alors, donc, l'éligibilité, je vous ai parlé des critères, l'histoire de la jeunesse, l'histoire des antécédents. Alors bon, la liste des médicaments aujourd'hui, il y a 25 ans, on avait un médicament pour le myélome, ce qu'on appelle le melphalan et le cyclophosphamide, vous voyez, qui sont une chimiothérapie classique. Aujourd'hui, c'est incroyable, c'est un véritable feu d'artifice avec plein de familles de médicaments et tout n'est pas listé parce qu'il y en a encore des nouveaux qui arrivent et ainsi de suite. Donc vraiment d'énormes progrès
ont été réalisés. Alors, pour ce qui est des guidelines, des recommandations de traitement, en Europe, par exemple, on a ces recommandations dites EHA. EHA, c'est l'Association européenne d'hématologie, et ESMO, c'est la Société européenne d'oncologie médicale, qui ont été publiées il y a deux mois environ, et qui refont le point un peu sur ces traitements. Et par exemple, pour tout ce qui est partie autogreffe, comment on traite? Bon, d'abord, juste pour vous illustrer, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, on a pu analyser par exemple des données françaises. L'IFM, c'est l'intergroupe francophone du myélome, qui travaille beaucoup sur la recherche des traitements du myélome. On a pu montrer que l'autogreffe, sur le long terme, donne d'excellents résultats. Vous voyez ces courbes-là à plus de 7-8 ans de suivi. Donc, on a clairement un bénéfice pour l'autogreffe. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel on a progressé, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, ce sont des diapositives très chargées à contenu médical, mais le but, c'est pas de rentrer dans les détails des diapositives pour moi avec vous, mais c'est plus montrer que en réalité, ça progresse à une vitesse grand V, c'est incroyable. Et aujourd'hui, par exemple, en traitement, ce qu'on appelle d'induction, de démarrage de traitement, on est en train d'avoir ce qu'on appelle des traitements quadruples, c'est-à-dire à base de 4 médicaments ensemble, des combinaisons. On avait commencé il y a 15 ans avec 2 médicaments. Ensuite, on est passé aux triplettes. Et là, on est passé aux quadruplettes. Et l'avantage de ces quadruplettes, et vous le voyez ici, c'est que par rapport à des traitements triples comme ici, hein, la couleur violette versus la couleur orange, vous atteignez un niveau de réponse très très élevé, 5 fois supérieur. Et donc, en fait, on a beaucoup de malades maintenant qui répondent très profondément. Et cette réponse très profonde, c'est votre capacité à arracher la mauvaise racine, la mauvaise herbe. Plus vous arrivez à l'arracher profondément, plus en fait ces malades vont bénéficier d'une vie prolongée. Et on peut encore plus conforter, je dirais, les résultats en faisant ce qu'on appelle des traitements de consolidation. C'est-à-dire, même quand on obtient une rémission complète, c'est un peu comme, je reviens sur ma métaphore du jardin, même quand vous avez nettoyé votre jardin, que tout est propre, vous vous dites, je vais mettre un peu de désherbant supplémentaire pour bien m'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a plus de mauvaises racines. C'est ce qu'on appelle le traitement de consolidation. Et on a des données scientifiques, médicales, de recherche médicale sur le long terme qui montrent en fait le bénéfice de cette consolidation. Ensuite, alors, dans la mesure où on craint que la maladie, elle peut être toujours là et que même quand on a tout éradiqué, mais en fait on n'est pas capable de vérifier qu'il n'y a pas encore une racine très très profonde cachée qui va faire rechuter la maladie, en fait les malades reçoivent ce qu'on appelle des traitements de maintenance, d'entretien. C'est en gros un traitement au long cours qui c'est une sorte l'entretien de votre jardin. Régulièrement, vous remettez de l'engrais, du désherbant, là c'est pareil. Et là, on a aussi des progrès énormes, puisque avant on donnait un seul médicament en entretien, des cachets. Maintenant, probablement, on va donner plusieurs médicaments, des anticorps, des combinaisons. Donc, un véritable feu d'artifice. Et donc, vous voyez le résumé ici. Le schéma du traitement, si on doit recevoir l'autogreffe, d'abord, c'est de définir l'éligibilité. Donc, pour moi, c'est la question de l'âge et de la fitness, c'est-à-dire si on est en forme ou pas, si j'ose dire. Et puis, donc, on reçoit le traitement d'induction, et les meilleurs traitements en ce moment, ce sont les quadruplettes. Vous voyez, DARA, VTD, par exemple, qui est recommandé ici, 4 médicaments, DARA, V et le T et le D. Consolidation par là, et autogreffe, et puis traitement d'entretien.
Voilà pour tout ce qui est malade éligible à la greffe. Malheureusement, un grand nombre des malades n'est pas éligible à l'autogreffe. Pourquoi? À cause de l'âge, mais aussi à cause des comorbidités et des antécédents. N'oublions pas que la médiane ou la moyenne d'âge des myélomes, c'est 70 ans. Donc, vous voyez, on va avoir beaucoup de malades, entre guillemets, âgés. Et qu'on le veuille ou pas, malheureusement, la vieillesse, elle vient avec des problèmes. En général, quand on atteint un âge avancé, bah, on a des problèmes cardiaques, on a des problèmes osseux, rhumatismaux, enfin, on a d'autres soucis. Il faut vivre avec, malheureusement. La vieillesse, elle a son lot de misère. Et donc, chez ces malades-là, bien évidemment, mes traitements intensifs de tout à l'heure, ils sont trop toxiques. Ils peuvent être très efficaces, mais le but, c'est pas d'être très efficace à n'importe quel prix et nuire aux malades. Donc aujourd'hui, alors que le traitement du myélome du sujet âgé était un peu un maillon faible, aujourd'hui, les résultats sont spectaculaires. On a particulièrement une étude relativement récente, il y a un peu moins de 2 ans, qui s'appelle Maya, qui a étudié la combinaison de 3 médicaments, un anticorps monoclonal, le D, daratumumab, le R, qui est en fait un médicament largement utilisé, le lénalidomide, et le D, c'est de la cortisone, la dexaméthasone. Et de manière exceptionnelle, les résultats de survie avec ce schéma de traitement, vous voyez, c'est quasiment en plateau cette courbe par rapport au schéma traditionnel. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, quand on a un myélome à 80 ans, par exemple, et qu'on reçoit ce type de traitement, en réalité, on va répondre pendant 7, 8, 9 ans. Bon, après, si on meurt d'autre chose, bon, voilà, la vieillesse, malheureusement, à un moment ou à un autre, se termine. Donc, et pourquoi tous ces résultats, on arrive à les obtenir, ces résultats remarquables? Parce que justement, on a des médicaments, on a des combinaisons qui permettent vraiment de creuser et d'arracher la mauvaise herbe. Et tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de mon jardin et de ma mauvaise herbe, mais vous pouvez regarder cet aspect, ce qu'on appelle la maladie résiduelle, hein, comme en français, ce qui persiste. Vous pouvez le voir comme un iceberg. Il y a la partie visible et la partie cachée. Et l'idée de tous les traitements, c'est de descendre très très bas et d'arracher. Donc, et c'est ce qu'on fait par la mesure de la maladie résiduelle qu'on est capable de faire en clinique. Et vous voyez, alors sans rentrer dans tous les détails, mais regardez les courbes violettes, là, ceux dont vous êtes certain que vous avez pénétré jusqu'en bas dans la maladie résiduelle, ils ont des courbes de survie remarquables, exceptionnelles. Ils ne meurent plus de leur maladie. Enfin, vous voyez, donc c'est vraiment un message d'espoir avec ces combinaisons. Vous voyez dans les recommandations européennes d'utiliser un anticorps monoclonal avec les autres médicaments dont on dispose. Alors, malgré tous ces résultats spectaculaires, malgré les progrès, comme je vous le disais en introduction, beaucoup de malades continuent malheureusement à rechuter, à progresser. Il y a 20 ans ou 25 ans, c'était une sorte de catastrophe puisqu'on ne savait plus quoi faire. Là, aujourd'hui, en réalité, on a plein d'options thérapeutiques. Et mon but ici, c'est pas je peux pas discuter de qu'est-ce qui est adapté pour tel ou tel malade parce qu'il y a un tel nombre d'options thérapeutiques que on peut personnaliser le traitement à la carte. On a, vous voyez, des schémas nouveaux incluant des anticorps comme le daratumumab, des inhibiteurs de protéasome, donc une nouvelle famille de médicaments, puisque à l'origine on a le bortezomib qui est le chef de file de la famille, mais on a maintenant ce qu'on appelle des deuxième générations, c'est-à-dire en fait des améliorations sur ces médicaments qui leur augmentent leur efficacité
Et là, ces combinaisons, vous voyez les courbes en bas à gauche, ça donne des résultats assez remarquables, même quand on a été résistant aux précédents médicaments. C'est la même chose dans cette nouvelle étude et qui vient d'obtenir d'ailleurs son autorisation par la FDA et j'imagine à un moment ou à un autre au Canada, où vous voyez chez des malades à qui vous faites la combinaison d'un anticorps qui s'appelle l'isatuximab, un autre médicament carfilzomib dexaméthasone, vous arrivez à des réponses et des niveaux de survie sans progression spectaculaires. On peut aussi avoir des combinaisons avec des traitements oraux. Dans cette étude Icaria, on combine l'isatuximab, qui est un anticorps intraveineux, mais avec le pomalidomide, qui sont des comprimés. Vous voyez, qu'on prend pendant 21 jours. Et la dexaméthasone, c'est des comprimés. Là aussi, chez des malades, ça peut être très convenable. On peut combiner un autre anticorps, le daratumumab, avec du pomalidomide et de la dexaméthasone. Encore une fois, c'est vous donner toutes ces combinaisons, c'est incroyable. Et pour ceux qui sont familiers avec le lénaludomide ou le pomalidomide, il faut savoir que dans les années à venir, on va avoir encore l'iberdomide, qui sont à chaque fois des variations des médicaments, mais qui les rendent encore plus puissants, plus actifs. Donc, la recherche est extrêmement active et je voulais montrer cette diapositive des recommandations européennes. C'est simplement, vous voyez la liste des combinaisons, c'est incroyable. Il suffit de les compter, c'est spectaculaire le nombre de médicaments aujourd'hui, de combinaisons qu'on a pour tous les malades. Mais le progrès ne va pas s'arrêter là, puisque au-delà des médicaments, au-delà des anticorps, maintenant on a des options pour manipuler le système immunitaire des malades et l'utiliser à bon escient pour combattre les cellules plasmocytaires et les cellules malignes du myélome. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau en matière de myélome multiple. D'abord, on peut avoir des anticorps dits bispécifiques. Je résume ça, c'est quoi? C'est notre capacité à injecter un anticorps, non seulement qui est capable de cibler le plasmocyte malin, donc il va s'accrocher à lui pour le détruire, mais il est capable aussi de cibler, c'est pour ça qu'on appelle bispécifique, c'est-à-dire un duo, une sorte de double, de cibler, d'aller attraper un lymphocyte, donc une cellule du système immunitaire, et de l'amener pour tuer le plasmocyte. Donc c'est très ingénieux. Et même s'ils ne sont pas encore autorisés ou commercialisés, on a d'excellents candidats comme le teclistamab qui a été présenté il y a quelques mois, qui donne des résultats remarquables chez des malades qui ont déjà échoué à pas moins de 6 lignes de traitement. Donc vous imaginez le niveau. Et en plus, on a plusieurs cibles maintenant. C'est-à-dire si on n'arrive pas à détruire le plasmocyte par une cible, on peut cibler autre chose, histoire de l'attraper. Donc votre ennemi, vous l'encerclez de tous les côtés. Vous voyez un autre exemple d'anticorps. Et puis, enfin, on a ces fameuses CAR-T-cells, c'est-à-dire les lymphocytes T chimériques. Alors là, c'est une véritable révolution, pas que dans le myélome, puisqu'on les utilise aussi dans d'autres cancers du sang, comme la leucémie aiguë lymphoblastique ou encore le lymphome malin non-Hodgkinien. Les CAR-T-cells, c'est quoi? C'est prendre les lymphocytes du malade, c'est-à-dire ces cellules immunitaires dont on sait qu'elles sont capables de combattre le cancer, de les prendre in vitro, donc au laboratoire, de les manufacturer, de les ingénierer, de les traficoter pour les rendre armés. C'est comme si vous prenez un individu, vous l'éduquez, vous l'entraînez, vous lui donnez une arme puissante, une arme redoutable, et puis vous le réinjectez au malade. Vous voyez, on les récupère, on les manufacture, on les fait pousser au laboratoire et on les réinjecte. Donc en fait, vous renvoyez sur le champ de bataille des soldats aguerris, ultra équipés, qui vont aller repérer la cellule maligne et la détruire. Et là, ça a été publié il y a 3 mois, tout juste 2 mois dans le New England Journal of Medicine, et c'est la première thérapie cellulaire, ce produit par exemple qu'on appelle IDCell, qui a été approuvé
par la FDA et dont la commercialisation va commencer parce que, encore une fois, bon, les résultats sont spectaculaires. Vous voyez par exemple dans cette étude qu'on appelle KARMA, qui a utilisé ces lymphocytes CAR, la limite d'âge était 78 ans. Donc vous voyez, on peut même traiter des malades très âgés et avec des résultats tout à fait intéressants et importants chez des malades qui n'avaient plus aucune solution, qui étaient dans une impasse thérapeutique totale. Donc, vraiment des progrès énormes. Et là, je vous ai montré un produit, mais en fait, on a un autre produit qui va arriver, je pense, dans les mois à venir. C'est cette étude dite Cartitude. Le produit s'appelle Cilta-cel. Donc, il n'est pas approuvé encore. Mais là, vous voyez le taux de réponse, 97% chez des malades qui, normalement, ont échoué à tout. Ils n'avaient plus de choix, plus d'options. Ben, vous êtes capable d'obtenir une réponse. Et là, quand vous voyez, encore une fois, c'est un vrai feu d'artifice de traitement auquel vont venir se rajouter ces immunothérapies dont on vient de parler. Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long et l'idée, bien sûr, maintenant, c'est de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, bien évidemment, vous avez tous les détails sur cette diapositive. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, professeur Motti, pour cette présentation informatique. Alors, on a reçu quelques questions. Alors, je vais vous poser la première, mais avant que je fais ça, je vais juste rappeler à tout le monde de, s'il vous plaît, envoyer vos questions. Vous tapez sur le bouton questions et vous tapez les questions à moi et je vais les demander au professeur Motti. Alors, pour l'instant, on a 3 questions. Alors, si vous pouvez m'envoyer plus, on pourra continuer. OK, alors la première question, c'est à propos des pics monoclonales. La question, c'est est-ce que le pic monoclonal peut diminuer tout seul sans le traitement? Peut-il fluctuer, c'est-à-dire monter de 4 à 5 et baisser du même niveau? Alors, il y a plusieurs questions dans cette question qui est tout à fait pertinente. Bon, d'abord, un pic monoclonal lié au myélome, spontanément, il ne va pas descendre sans traitement. Malheureusement ou heureusement, on ne peut pas croire au miracle et je n'ai jamais vu un miracle malheureusement arriver où le pic a disparu tout seul ou a diminué. Maintenant, là où il faut effectivement faire attention, c'est qu'on peut avoir des toutes petites variations, mais que je pourrais considérer pas forcément significatives. Elles peuvent être préoccupantes pour le malade. Si le pic il passe de 10 grammes à 12 grammes, ça va l'angoisser. Mais si ça se fait, on va recontrôler après, on va retrouver 11 grammes ou 10 grammes. Donc, quand on s'agit dans le seuil un peu de 5 grammes environ, pour moi, ça peut être des variations non significatives. Ce qui est important quand on évalue un pic monoclonal, c'est pas tant le chiffre à un moment donné, mais la cinétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une cinétique à la hausse ou est-ce qu'on est dans une cinétique à la baisse? Et ça, c'est déterminant parce que si vous êtes en cours de traitement et vous voulez évaluer l'efficacité de votre traitement, alors il se peut que vous soyez frustré et déçu, que vous ne voyez pas que ça baisse très vite. Mais si on fait une sorte de rétrospective et on voit que finalement la tendance, elle est quand même baissière, donc il faut juste se donner le temps, parce que des fois, ça met du temps à baisser. À l'inverse, quand on surveille un malade et qu'on craint la rechute et qu'on surveille le pic, c'est sa tendance haussière permanente qui va nous alerter. Vous voyez, donc c'est quand même des paramètres importants. Ce n'est pas uniquement une question de quantité, mais c'est une question de profil d'augmentation ou de baisse. Okay. Si on continue avec ce concept-là, quand on regarde la cinétique,
Est-ce que c'est sur une période de 3 mois, plus que ça, moins que ça? Alors, oui. Alors là-dessus, il n'y a pas de consensus universel. Moi, je vais vous donner une réponse et un autre expert, un autre docteur, il va vous donner une autre réponse. Mais globalement, l'affaire se joue tous les 2-3 mois, on va dire. C'est ça le rythme. Mon message aux patients, à leurs familles, aux aidants, aux soignants, en fait, si c'est ça la question, ça ne sert à rien d'aller doser son pic tous les jours ou toutes les semaines. Ça ne sert à rien. Le rythme, il est plutôt de l'ordre de plusieurs semaines. Ça dépend en fait aussi de notre alors, il faut dire de notre niveau d'angoisse, hein, aussi bien le malade que le docteur. Il y a des docteurs beaucoup plus angoissés que d'autres. Il y a aussi, mais je ne peux pas trop rentrer dans les détails, le profil du malade. Il y a des malades qu'on connaît, par exemple, qui ont fait toujours des complications très sévères, vous voyez, comme une insuffisance rénale aiguë. Bah, ceux-là, une augmentation, une surveillance de pic va être un peu plus rapprochée que le malade dont le seul symptôme est l'anémie, puisque bon, l'anémie est quand même moins menaçante ou la douleur osseuse que ne peut l'être l'hypercalcémie. Donc, vous voyez, il y a aussi l'évaluation clinique et la connaissance du malade par son médecin. Puisque on est face à des maladies où vous allez être suivi, les malades, pendant des années. Donc, on finit à établir une sorte de connaissance un peu de la situation de chaque malade. Merci. Et l'autre chose je vais vous poser la question parce que c'est quelque chose que j'ai entendu dire que par exemple pas un pic monoclonal mais comme quand on regarde aux chaînes légères le kappa et le lambda et le ratio de kappa et de lambda ça peut varier vraiment beaucoup dépendamment de dans une journée même. Est-ce que c'est la vérité? Alors, je ne sais pas si ça varie dans une journée, mais en tout cas, effectivement, il y a des situations d'abord de myélome où il n'y a pas beaucoup de sécrétion de pic monoclonal. Ça, c'est un premier point. Et là, effectivement, le dosage des chaînes légères, pour des raisons de temps, je ne suis pas rentré dans les détails, est beaucoup plus fin et donc nous permet de repérer ce que l'électrophorèse ne le permet pas. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on peut avoir des pics qui ont disparu, mais encore des chaînes légères. C'est ce que je vous décrivais dans ma métaphore en disant il faut vraiment aller chercher la racine le plus bas possible. Et donc les chaînes légères, leur dosage y contribue à cette quête, je dirais, de la réponse profonde. Alors effectivement, c'est un dosage beaucoup plus sensible aux variations que ne l'est le pic qui lui met un peu plus de temps. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est pas non plus une variation du matin au soir. Donc, vous voyez, on est encore, pour moi, de l'ordre du mois, quoi. Ouais. Okay. Merci beaucoup pour cette explication. Alors, la prochaine question. OK. Alors, on a parlé de vieux traitements et nouveaux traitements. Et la question, c'est à propos de la qualité de vie. Alors, vraiment, la question, c'est quelle peut être la qualité de vie durant et entre les traitements? Alors, de ce que, je vais vous faire répondre à la question, mais de ce que je comprends, en général, si on compare les effets secondaires des médicaments les plus anciens versus les médicaments qui sont un peu plus nouveaux, il y a une meilleure qualité de vie avec les nouveaux versus les vieux. Est-ce qu'on peut faire un commentaire sur ça? Je dirais, de manière générale, je serais d'accord. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle les vieux médicaments, mais qui peuvent être très très utiles, c'est souvent de la chimiothérapie conventionnelle classique avec ses effets secondaires que l'on connaît. Maintenant, je crois qu'il faut être lucide et réaliste. Tous les médicaments viennent
avec leurs effets secondaires. Et ils ont un profil de ce qu'on appelle de safety ou de toxicité qui leur est propre. Et ce n'est pas la même chose d'un médicament à un autre. Aujourd'hui, et ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que tous les malades ne développent pas toujours les mêmes effets secondaires aux mêmes médicaments. Vous prenez un malade, un médicament qui est un peu, je dirais, bien installé, ça fait 15 ans qu'on l'utilise, le bortezomib ou Velcade, ce qu'on voyait le V. Ce médicament, son effet secondaire principal, c'est ce qu'on appelle la neuropathie périphérique, c'est-à-dire une sensation de fourmillement désagréable dans les doigts, les orteils, la plante des pieds, la paume des mains, etc. Mais cela est décrit, mais tous les malades ne développent pas ça. Il y a des malades, vous demandez, ils n'ont aucun effet secondaire. Il y a des malades qui développent cette neuropathie périphérique, mais bon, qui est supportable, enfin, très gentil, enfin, très modéré. Et puis il y en a d'autres qui en souffrent énormément, avec des brûlures, avec des douleurs, etc. Et ça, on n'a pas toujours des explications à quoi c'est dû. Alors bien évidemment, si vous avez des facteurs aggravants, si vous consommez beaucoup d'alcool, et on sait que l'alcoolisme favorise la neuropathie périphérique, bah, ça ne va pas arranger l'histoire du malade. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, et mon message pour les malades, c'est que il faut rapporter ces effets, ce qu'on ressent après l'introduction d'un médicament aux médecins, aux infirmières, ne pas les négliger, parce que souvent, on a quand même des moyens de les minimiser, de lutter contre, de les prévenir. Alors en plus, mais on ne peut pas systématiquement prévenir tout. Il faut tester le traitement et voir ce que ça donne. Pour moi, la meilleure façon de gérer des effets secondaires, c'est ce dialogue privilégié qu'on peut avoir avec son médecin, son infirmière et les gens qui s'occupent de nous, et d'être très en alerte sur les symptômes. Et puis après, bon, il y a des médicaments que chez certains terrains, on ne va pas les utiliser, chez d'autres, on va les utiliser. En fait, on a la chance maintenant, du fait de la grande variabilité des traitements, des médicaments et des combinaisons, de pouvoir quasiment proposer des traitements à la carte et personnalisés. Donc d'ajuster aux besoins du malade et de la maladie. Ce qui est quand même un progrès énorme qu'on n'avait pas il y a 10 ans ou il y a 5 ans même. Merci beaucoup. Merci. Alors, dans le même style de sujet, dans la qualité de vie, on a parlé un peu de neuropathie. Quelqu'un demande ici s'il y a une preuve scientifique pour faire de l'acupuncture pour la neuropathie. Personnellement, je ne connais pas ces preuves et je n'ai aucune expérience ou une expertise de l'acupuncture pour la neuropathie. Maintenant, moi, je ne vous cache pas, je suis plutôt quelqu'un de tolérant et j'ai rien contre des choses que le malade, enfin, font du bien au malade et l'aident à s'améliorer. Donc pour moi, le message clé, c'est qu'il faut en parler à son médecin et juger la situation. Et l'autre message clé que je ne cesse de répéter aux malades et à leurs familles, c'est que je suis ouvert à écouter toutes les idées, les thérapeutiques, alternatives, etc. Mais il faut surtout se méfier des charlatans et de ceux et celles qui profitent de la détresse des malades pour aller leur vendre des choses non prouvées. Je ne parle pas de l'acupuncture qui est quelque chose de respectable, et même si personnellement je ne l'ai jamais essayé, mais vous voyez, le site internet ou le savant fou là,
qui veut vous vendre une poudre magique à des milliers de dollars, mais qui reste très très secrète et qu'on peut pas divulguer et qu'il faut payer sur un compte aux Bahamas. C'est ce genre d'histoire délirante. Ça, il faut. Vous savez, quand il y a un traitement magique, tout le monde est au courant et on l'utilise. Hein. Il y a pas de. Il faut pas sombrer dans ce genre de choses. Pour moi, c'est ça le message important, c'est de faire attention à ne pas se faire exploiter, parce que c'est vrai qu'avoir une maladie comme le myélome, surtout en phase de rechute, surtout en phase de symptômes, ben on est en détresse, on a envie de se fier à quelque chose ou s'accrocher à un espoir. Ouais. Mais ça ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Non, je comprends, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur l'Internet qui peuvent être dangereux dans ce respect. Alors, je pense qu'on va prendre l'opportunité de demander la prochaine question. Est-ce qu'il y a des aliments ou des épices magiques que pourra aider? Bien sûr que je pense que vous avez déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Est-ce qu'il y a des aliments ou des épices qui pourraient aider avec la maladie? Alors, ma réponse courte, encore une fois, moi, je ne peux parler que ce qui est prouvé médicalement et scientifiquement. Et quand je dis quelque chose n'est pas prouvé, ça ne veut pas dire qu'un jour on ne le prouvera pas. Mais voilà, je vous dis la réalité aujourd'hui. Ce que je sais aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est simplement une alimentation saine, diversifiée, avec une note particulière concernant l'excès de sucre et de sel, puisque tous les traitements du myélome incluent de fortes doses de cortisone, et forcément, malheureusement, ça déséquilibre notre capacité à métaboliser le sucre et le sel. C'est la seule recommandation. Après, je suis incapable de vous dire s'il est mieux de manger des petits pois tous les jours ou des choux de Bruxelles toutes les semaines. Pour moi, il faut manger ce qu'on aime, ce qu'on a envie de manger, et de manière saine et variée. Et encore une fois, tout le reste n'a pas d'importance. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est à propos de le traitement en maintenance, la maintenance ou comment on dit, la thérapie d'entretien. C'est ça. Alors, cette personne nous demande, parce que les patients, c'est sûr qu'avec les groupes de support, ils se parlent. Et moi, je prends ça, toi, tu prends ça. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des patients qui prennent 5 mg et il y a des patients qui ont jusqu'à 25 ou 30 mg, toujours dans le contexte de l'entretien. Alors, bon, après, bon, je ne peux pas juger de cas particuliers. D'abord, bon, la dose, elle est beaucoup dictée par la tolérance, hein, par l'état clinique du malade. Donc, il y a différents paramètres. Par exemple, c'est très subtil, mais votre chiffre de globules blancs, quand vous prenez le traitement d'entretien, va être quelque chose d'important. Aussi, le traitement d'entretien donne beaucoup de fatigue. Donc, il y a des ajustements de dose qui sont liés à la fatigue. Après, les traitements d'entretien peuvent aller de 5 à 15 mg. C'est rare qu'on soit plutôt à 25 mg. Après, bon, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en général, on est plutôt entre 10 et 15 mg. La majorité des malades, ils ont autour de 10 mg. Alors bon, pourquoi il y a ces variations-là? Parce que bon, il y a des expériences différentes, il y a des protocoles différents, il y a des choses différentes qui ont été validées. On n'a pas non plus, néanmoins, on n'a pas prouvé qu'une dose est meilleure qu'une autre. C'est plus des ajustements. Et un même malade va se retrouver avec différentes doses à des moments différents de son parcours. Alors, on va dire, est-ce que ça serait possible que quelqu'un est sur la thérapie d'entretien pour 2, 3 ans, 4 ans, et on voit que la maladie commence à revenir, puis la dose est augmentée?
c'est un scénario, effectivement, vous avez raison, c'est un scénario qui existe, mais qui est assez rare, puisqu'en général, quand la maladie revient aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a la réponse dans le passé, enfin il y a quelques années, où quand on n'avait pas beaucoup de choix, ben, on augmente la dose, mais aujourd'hui, on a tendance à changer de fusil d'épaule, comme on dit, c'est-à-dire à utiliser d'autres médicaments. Merci beaucoup. OK. Prochaine question. Par qualité de vie, le patient peut-il s'entendre à être debout en chaise roulant ou alité? Peut-il rester quelque peu actif? Moi, ma réponse, elle est beaucoup plus optimiste. La majorité des malades restent actifs. Après, tout dépend qu'est-ce que vous appelez votre niveau d'activité, d'activisme ou d'activité. Vous voyez, moi, grâce à Dieu, j'ai pas de cancer aujourd'hui, mais si vous me demandez d'aller faire un marathon, je suis incapable. Alors que j'ai des malades qui me disent ils font 3 km de course par jour. Moi, j'en suis pas capable. Vous voyez, non, aujourd'hui, les médicaments sont plutôt bien tolérés, les traitements sont plutôt efficaces et les malades, ceux qui sont jeunes, peuvent arriver à mener un travail normal. Les plus âgés, ils mènent une retraite, je dirais, dynamique. Après, là aussi, il n'y a pas de réponse unique, c'est pas noir et blanc. Il y a des périodes où on est moins bien, il y a des périodes où on va se sentir mieux. Et puis, y compris pendant le traitement, les phases où on reçoit le traitement, on va être un peu plus fatigué que les phases où on est un peu libre de traitement. Donc, il n'y a pas de règle. Chaque malade va sentir un peu sa propre. Il a son propre logiciel, on va dire. Son horloge interne. Ouais, ça je comprends bien. Ouais. Ben, c'est vrai, moi aussi, je rencontre beaucoup de patients avec ce job que j'ai. Il y a ceux qui sont beaucoup plus actifs. En général, ils sont plus actifs que pas actifs. Ouais, ça dépend. Ça dépend sur la personne. Alors là, je sais qu'on a fini avec le temps. On a juste une question, mais peut-être c'est deux questions à propos de la thérapie CAR-T. Est-ce qu'on a du temps de le faire? OK. Alors, il y a une question que vous ne pouvez pas répondre. Alors, la question, c'est quand est-ce que les CAR-T seront disponibles au Québec? Alors, moi, je pourrais répondre à cette question. Les thérapies CAR-T, il y a un des thérapies qui le manufacturier a déjà soumis pour être approuvé. Et on espère d'entendre des nouvelles dans quelques mois, si ça a été approuvé ou non. Et en termes d'accès à la thérapie au Québec, on espère encore 2021, peut-être plus tard dans l'année, où on espère que ça va être disponible. Alors, ma question à vous, c'est numéro un, est-ce que les CAR-T sont disponibles en France comme traitement de standard? Et la deuxième partie de la question, c'est à propos pas seulement des CAR-T, mais à propos des coûts des médicaments en myélome. Et les gouvernements est-ce que c'est quelque chose, est-ce que les nouveaux médicaments, c'est quelque chose de facile à incorporer ou est-ce que le coût, c'est vraiment quelque chose qui a un problème? Alors bon, plusieurs réponses. D'abord, pour les CAR-T en France, en fait, c'est très récent puisque nous sommes le mardi 4 mai et en fait, ça fait que depuis vendredi, donc ça fait 4 jours, que les CAR-T sont disponibles à visée compassionnelle, c'est-à-dire ils ne sont pas commercialisés encore, mais on peut les commander dans le cadre de ce qu'on appelle le compassionate use ou l'autorisation temporaire dans notre jargon. Ça c'est en attendant qu'il y ait eu tous les processus réglementaires pour leur approbation et leur remboursement. Après, il y a la deuxième question qui est celle du prix des médicaments. Bon, je vous avoue, moi je suis pas un spécialiste de la fixation des prix des médicaments et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, parfois ça donne le vertige. Ce sont des médicaments extrêmement chers. Maintenant, ça allonge la vie des gens.
Alors, l'explication, c'est qu'une année de vie, ça a un prix. Après, c'est un débat, pour moi, c'est plus un débat philosophique et de société, un débat éthique. C'est que nous, en tant que groupe, que société, en fait, que ce soit au Canada, en France ou n'importe où, hein, quelle est notre capacité, notre volonté, puisque en fait c'est de la solidarité, hein, nos systèmes de santé sont, parce que je connais pas un malade qui va pouvoir payer de sa poche les 500 000 dollars des carticelles, une injection 500 000 dollars, donc sans parler des complications et des problèmes. Donc personne ne va payer ça. Donc ça va être la solidarité du groupe, qu'elle soit nationale, fédérale, provinciale, ce que vous voulez. Et donc, la question philosophique, c'est le groupe, quelle est sa volonté, son désir d'accorder aux plus faibles, en fait, d'investir pour les plus faibles. Parce que quand vous avez un myélome, que vous avez un cancer, quel qu'il soit, pour moi, vous faites partie des plus faibles de la société. Et les bien portants, les plus forts, doivent être solidaires des plus faibles. Après, c'est ma vision des choses. Et pour moi, on doit faire le nécessaire. Après, c'est toujours compliqué parce que ceux qui développent les médicaments, ils vous expliquent que le développement coûte très cher et qu'il faut un retour sur investissement. Et puis, il faut de l'argent pour pouvoir investir et développer d'autres médicaments. Donc, c'est le propre du système du développement du médicament. Et j'ai pas de réponse ou de solution. Je constate comme les malades les faits. Ouais, c'est ça. Et il y a beaucoup aussi d'autres aspects qu'on pourra discuter. C'est peut-être pas le temps de le faire, mais peut-être une autre fois, on pourra continuer cette discussion. Alors, docteur, je reçois beaucoup de commentaires qui vous remercient de votre temps et d'avoir pris le temps d'avoir expliqué tous ces concepts vraiment bien. Alors, je vais prendre l'opportunité de vous remercier encore. Merci beaucoup d'avoir fait ça pour nous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Écoutez, c'est moi qui vous remercie à tous. C'était un plaisir, même si j'aurais aimé être en personne avec vous comme la dernière fois, parce que j'en garde vraiment un très très bon souvenir. Mais j'espère que on va se débarrasser prochainement de cette pandémie de Covid et qu'on pourra se retrouver. Et puis, en attendant, tous mes voeux d'excellent rétablissement à tous les malades. Et puis faites attention au Covid parce que les malades myélome sont très vulnérables à ce virus du fait des faibles défenses immunitaires. Donc voilà, comme on dit, soignez-vous bien et occupez bien de vous-même. Et puis j'espère un de ces jours. Merci beaucoup, vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.